Europe 1. Nikos, vous recevez ce matin Bernard-Henri Lévy. Il est actuellement en tournée avec sa pièce itinérante Looking for Europe, un monologue qu'il joue dans les grandes métropoles européennes pour défendre son projet européen contre les populismes, les nationalismes et les extrémismes. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Avant de s'arrêter sur votre pièce, un mot d'actualité. Notre-Dame qui brûle, l'élan de générosité mondiale pour la reconstruire. Et d'un autre côté, demain, samedi, on annonce encore à Paris une forte mobilisation des Gilets jaunes, avec sans doute des casseurs venus de toute l'Europe. Solidarité d'un côté, contestation de l'autre. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société ? C'est pas de la contestation. Je le dis depuis le premier jour, c'est de la haine de la démocratie. C'est pas ça la contestation. Alors c'est quoi si c'est pas ? C'est quoi ? Comment on peut le nommer ? C'est un mouvement politique qui dit de samedi en samedi sa détestation de la République. Voilà, à travers 1000 canaux, la haine des policiers, la profanation de l'Arc de Triomphe, les engins de chantier contre les ministères, et ainsi de suite. Le président de la République, dans son intervention au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, a parlé de la France comme un peuple de bâtisseurs. Est-ce qu'on est encore un peuple de bâtisseurs quand on est un peuple en colère ? Les Gilets jaunes, c'est pas le peuple. C'est qui ? C'est une minuscule fraction du peuple qui se prétend le peuple. Voilà. Le peuple, je crois qu'il est davantage dans l'élan de solidarité, de générosité et de communion qui s'est manifesté après l'incendie de Notre-Dame. Là, en effet, on a vu se constituer un être qui ressemble au peuple selon Michelet, selon Victor Hugo, selon la Résistance, selon les grandes heures de l'histoire de France. C'est ce peuple-là qui s'est manifesté dans ces derniers jours que nous venons de vivre. Là est le peuple. Vous montez sur scène pour parler de l'Europe dans un spectacle, parce que c'est un spectacle, même si vous n'arrivez pas en tant qu'acteur, intitulé « Looking for Europe ». Vous évoquez la crise en France, vous dénoncez ces Français qui se prosternent devant les Gilets jaunes. Monter sur scène aujourd'hui, dans ce contexte à la fois social et historique concernant l'Europe, c'est un acte politique ? Bien sûr, c'est un acte politique à ma manière à moi, c'est un acte éthique, c'est un acte, je porte à travers toute l'Europe une parole qui est une parole française et qui est une parole qui parle de la crise de civilisation que nous traversons. C'est ça mon sujet. La crise de la civilisation européenne, c'est aussi une crise identitaire, ça veut dire que la France est en danger et qu'elle fait partie de ce chemin ? Moi, mon analyse dans Looking for Europe, c'est qu'il y a l'origine de la crise que nous vivons, il y en a deux. Première origine, c'est la première fois dans l'humanité judéo-chrétienne que nous vivons un temps sans espérance. Cela ne s'est jamais produit. Depuis 3000 ans, les humains occidentaux et européens avaient toujours l'impression que même s'il y avait des retours en arrière, demain serait plutôt mieux qu'hier ou qu'aujourd'hui. Cette idée-là, elle est en train de mourir et ça donne une immense anxiété. Et la deuxième idée, c'est que pour la première fois aussi, l'idée de la fin du monde est une perspective historique. Moi, ce que je ressens dans cette tournée européenne, où je vais de ville en ville, c'est une humanité européenne saisie de vertige. Et c'est vrai que quand on a le vertige, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme dans les oiseaux d'Hitchcock, on se raccroche à la rambarde derrière. Et la rambarde derrière, c'est vrai que c'est le populisme. Et ce populisme, vous le combattez à travers l'Europe, puisque vous montez sur scène dans des pays même qui ne partagent pas votre conception de l'Europe. En Hongrie, par exemple, vous interprétez un écrivain censé rédiger l'éloge d'une Europe qui se meurt, celle dont vous nous parlez. C'est un épitaphe ? C'est un sursaut. L'Europe, on n'a pas su, nos générations, on n'a pas su la chérir, on n'a pas su la nourrir, on n'a pas su s'en occuper. On a cru qu'elle marchait toute seule, on a cru qu'elle allait toute seule vers son destin. Non. Il faut s'en occuper, il faut la porter. C'est ça que je dis, c'est pas une épitaphe, c'est l'inverse. Et moi, quand j'écoute les populistes, quand j'écoute les Le Pen, les Salvini, ils me font peur. Je voyais Orban, le leader hongrois, il y a 4 jours. Pourquoi il accepte de vous rencontrer alors que vous ne partagez pas les mêmes valeurs ? Parce que je crois qu'Orban, comme les autres, c'est des gens qui ont peur. Les dictateurs ont toujours peur. Orban, il a peur de 2 choses. Il a peur du Vatican et il a peur de la droite européenne. Dans cette conversation, il me parlait de Laurent Wauquiez. Il a peur de Wauquiez.
C'est comme ça. Orban a peur du patron des Républicains. Oui. Wauquiez, pourquoi il lui fait peur ? Pourquoi ? Parce qu'il a peur d'être exclu du PPE, de ce groupe de parlementaires européens. Il a peur de se élections. Oui, après les élections, il a peur de se retrouver sur le banc de touche. Et quand je lui ai demandé s'il était prêt à une alliance avec Marine Le Pen, il m'a dit non. Laurent Wauquiez m'a dit que c'était la ligne rouge. Mais c'est drôle, mais c'est la stricte vérité. Donc, c'est intéressant ça. Ça veut dire que les vrais démocrates, les vrais républicains, il faut qu'ils arrêtent de baisser les bras. Ils ont des armes. Ils ont la capacité de résister à cette bande de personnages bizarres qui voudraient imposer leur ordre à l'Europe. On peut résister. Et le Vatican, il est terrifié par le Vatican parce que il a une politique anti-migrants que vous connaissez, qui se fait retoquer tous les 3 jours par le pape ou par les cardinaux autour du pape. Mais il est très embêté. Donc il fait des réunions d'appartements toute la journée à Budapest pour aller expliquer que non, il est un bon chrétien, etc., etc. Donc il y a en Europe des forces vives, elles doivent s'opposer à la montée du populisme. Les élections européennes qui arrivent peuvent sauver l'Europe ou la voir se désintégrer ? Eh ben les deux, mon général. Les deux peuvent se passer et c'est pour ça que moi je me suis mis en mouvement. Et ce que je dis dans ce texte, c'est que on a le choix. On est à la croisée des chemins. L'histoire, elle n'est jamais écrite. L'histoire, c'est ceux qui en sont les témoins, qui en sont les acteurs. Ceux qui nous écoutent, par leur prise de conscience ou pas, ils peuvent changer l'histoire. On est tous un grain de sable. Nous sommes tous des grains de sable qui peuvent gripper la machine des Steve Bannon, des Marine Le Pen ou des Viktor Orban. Pour sauver l'Europe, vous réclamez, Bernard-Henri Lévy, l'élection d'un président ou d'une présidente. Pourquoi ce serait la solution ? Parce que ce serait une incarnation. Parce qu'il n'y a pas d'objet politique. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, l'euro, machin, la Banque Centrale Européenne. Mais il y a un moment où s'il n'y a pas une incarnation, s'il n'y a pas un visage, il n'y a pas de politique. Voilà. Donc je vois bien une campagne européenne où s'affronteraient une Angela Merkel, des candidats français, des candidats grecs, que sais-je, à la loyale, corps contre corps, devant le peuple d'Europe. Votre pièce, Bernard-Henri Lévy, s'appelle Looking for Europe. Vous êtes en tournée un peu partout dans les capitales du vieux continent et vous serez à Paris face au public français les 20 et 21 mai au Théâtre Antoine. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Dans la matinale d'Europe 1.